Bonjour à tous et à toutes. Alors, on connaît d'ores et déjà les robots chirurgiens, les robots explorateurs, les robots assistants. Mais est-ce qu'un jour, on va avoir un robot capable de nous dire « Tiens, je connais une bonne blague » sans provoquer un silence un peu gêné? Aujourd'hui, il est vrai, les robots savent faire beaucoup de choses. Ils savent battre les champions d'échecs, ils savent piloter des voitures, rédiger des discours. Mais est-ce qu'ils vont enfin maîtriser l'art suprême de l'humanité? La blague un peu bancale, mais parfaitement assumée. Alors, pour parler avec légèreté et humour de ce sujet assez sérieux, finalement, nous sommes ravis d'accueillir Adriana Tapus. Vous êtes professeure à l'ENSTA Paris et vous êtes interrogée par Adélia Paolillo, journaliste au Point. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus. Adriana, merci d'avoir accepté notre invitation. Vos recherches montrent que l'humour n'est pas un simple gadget pour robots, mais un outil thérapeutique et social puissant. Vous me disiez qu'un professeur qui fait des blagues favorise la mémorisation et que le rire peut avoir des effets comparables à certains médicaments contre l'anxiété. Pourquoi l'humour est-il devenu, selon vous, le levier ultime pour que nous acceptions enfin de partager notre quotidien avec des machines sur le long terme? Merci pour cette question. Donc exactement, donc l'humour n'est pas un simple gadget. Donc il y a de nombreuses études qui ont montré que l'humour, il est un vrai outil émotionnel et social extrêmement puissant. Donc, on sait qu'ils ont des bénéfices donc, dans les interactions sociales. Et donc, il aide à lever donc, des barrières sociales et aussi donc, rendre les échanges beaucoup plus naturels et agréables. Donc, on sait tous, par exemple, dans une situation embarrassante, que si on fait une plaisanterie ou une petite blague, ça peut être vraiment un brise-glace. Donc, avant de parler de robots, je pense que c'est très important aussi de montrer également quelques études qui ont été faites, par exemple dans la santé mentale et physique. Donc, l'humour, vraiment, donc, il sert à diminuer donc, l'anxiété, la dépression, la frustration, mais aussi donc, d'améliorer donc, l'estime de soi. Donc, on voit vraiment des bénéfices donc, dans la santé. Mais aussi, par rapport à tout ce qui est éducation et pédagogique, si l'humour il est utilisé d'une manière appropriée et modérée, donc il a été reconnu comme un véritable outil pédagogique. Donc pourquoi? Parce qu'il rend donc, les enseignants beaucoup plus abordables, donc il stimule donc, l'intérêt donc, dans les classes, favorise donc l'attention en classe et aussi tout ce qui est lié donc à la compréhension du contenu des classes. Donc on voit ici aussi tout le monde ici, j'en suis sûre que vous le savez très bien, dans les groupes, dans la dynamique des groupes par exemple, s'il y a un individu qui manipule avec aisance l'humour, il est beaucoup plus accepté, beaucoup plus agréé et beaucoup plus intégré donc, dans le groupe. Donc on voit ici, j'ai fait quelques exemplifications. Ce qui est très important de dire, c'est qu'on voit les bénéfices dans les interactions sociales. Donc il n'y a pas de doute et il y a extrêmement beaucoup d'études qui montrent cela. Donc si nous souhaitons demain donc, d'intégrer durablement donc, les robots dans notre quotidien et donc de nous aider et de nous être utiles. Donc, il faut à tout prix donc, intégrer également donc, cette dimension sociale, parmi d'autres, bien évidemment. Et donc, l'humour, il a cette, on va dire, façon de transformer donc, un robot dans simple interaction fonctionnelle, on peut le transformer en un compagnon qui est plus crédible. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, si un robot, il peut nous faire sourire, s'il peut nous comprendre, s'il peut comprendre nos intentions, donc il va se changer d'un simple machine froide, vraiment dans quelque chose de plus agréable à interagir avec. Voilà pourquoi. Mais justement aussi, l'humour peut aussi être risqué.
Finalement, ce qui fait rire en France peut ne pas être compris ailleurs. Vous travaillez du coup sur une mémoire épisodique pour les robots. Comment apprenez-vous à une machine à naviguer en fait entre les différents styles d'humour? Oui, c'est vrai, exactement. Donc, l'humour, c'est quelque chose de très contextuel. Et donc, ça, c'est là que la difficulté arrive. Ce qui peut faire rire dans un pays, ça peut être vraiment, ça peut avoir un effet complètement contraire dans un autre où donc c'est pas du tout ce qui était attendu. C'est ce qu'on appelle tous aussi donc les différences contextuelles et culturelles. Mais en même temps, il faut savoir qu'on est tous différents. Tous les humains, on est tous différents et heureusement. Et donc il y a toutes les différences intra et inter-individuelles. Donc peut-être que chaque personne peut comprendre et percevoir et réagir différemment au même type d'humour. Et même une même personne donc, peut comprendre et réagir différemment en fonction de son humeur et de son, voilà, du contexte dans lequel il se trouve. Donc c'est pour cela que ça devient vraiment, si on souhaite intégrer donc l'humour chez les robots et chez les systèmes, dans les systèmes autonomes, ça devient un véritable défi. Alors, ce que nous avons fait, c'est créer ce système qui, grâce à la perception d'abord et donc de l'environnement, donc du contexte, ça et de l'apprentissage, donc ça a permis donc au robot social donc de adapter son comportement au profil de l'utilisateur, mais aussi donc au contexte et à l'état émotionnel de l'utilisateur. On est allé au-delà de ça. Donc, on ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est inspiré donc, des humains. Des humains, nous, on a tous une mémoire épisodique. De temps en temps, on se rappelle « Ah, mais tu te souviens, on avait fait ça ou ça ». Exactement. Donc, il y a des petits épisodes donc, dans notre vie et dans notre quotidien qui nous aident donc, de faire des interactions à long terme. C'est ce qu'on souhaite faire avec le robot si on le souhaite, on veut les avoir dans notre environnement quotidien. Et donc, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train, même actuellement, de travailler, c'est donc d'avoir ces capsules, on les appelle, donc les épisodes, les capsules temporelles sociales, dans lesquelles le robot il est capable donc d'enregistrer donc le contexte, la réaction, les émotions donc de l'utilisateur, mais aussi la réaction aux blagues, les réactions et le type d'humour qu'il est préféré. Donc c'est grâce à ça, à ces petites capsules donc sociales, et ces épisodes, que le robot il peut s'en souvenir et donc adapter également son comportement, pas seulement du contexte actuel, mais aussi du passé. Et donc, c'est là qu'il peut avoir différents types de blagues, différents types de contextes. Par exemple, un style d'humour affiliatif dans lequel qui favorise, par exemple, les interactions de groupe, ou un style d'humour qui est auto-valorisant et donc qui va, par exemple, transformer une situation qui est un peu négative dans un optimisme. Et donc, ça peut également valoriser donc l'estime de soi. Donc on voit cette modulation et cette adaptation donc à l'utilisateur et ce qui rend donc les interactions beaucoup plus sociales. Et je voudrais également rajouter donc on se concentre pas seulement donc, sur le langage verbal, mais aussi sur le langage corporel. On connaît tous ici Charlie Chaplin, donc, qui est de film muet. Donc, du coup, seulement par son comportement et par sa posture, par la façon de marcher, donc ça nous faisait sourire ou rire. Et donc, du coup, c'est ces aspects-là auxquels on se focalise, et pas seulement, aussi sur le fait de pouvoir... donc, de ne pas créer seulement des comportements humoristiques qui sont génériques, mais qui vont être capables de s'adapter à l'utilisateur, à la situation actuelle, mais aussi au passé, et donc d'avoir ce type de personnalisation. Et si un robot en fait, parvient à nous faire rire et à nous comprendre intimement,
le risque de créer un attachement émotionnel très fort et réel, notamment chez les personnes les plus vulnérables. Où placez-vous en fait cette limite éthique ? Comment concevoir un robot qui soit assez humain pour être efficace, mais assez machine pour ne pas créer une dépendance affective problématique ? Oui, ça c'est un problème auquel on doit faire face, mais bien sûr, on a réfléchi à ça. Donc, bien évidemment, plus un robot, il va nous faire sourire, plus un robot, il va nous comprendre, plus il y a cette notion donc, de dépendance émotionnelle. Et donc, c'est là surtout pour les personnes vulnérables. Donc, on a eu la chance de travailler avec plusieurs populations, les personnes âgées, les enfants souffrant d'autisme. Mais ce que je voulais dire, donc il y a énormément de problématiques auxquelles il faut qu'on se focalise. Donc il y a notamment le paternalisme, donc la surveillance excessive ou cette dépendance potentielle, donc physique ou émotionnelle. Et parfois c'est involontaire. Mais voilà, donc ce qu'on souhaite faire, c'est sur lequel nous on travaille, donc c'est incorporer donc l'éthique depuis la conception. C'est ce qu'on appelle aussi ethics by design. Et donc, de ne pas laisser l'éthique à la fin, une fois que le système il a été conçu, on se dit « on avait oublié de réfléchir à ces aspects-là ». Bien sûr, ce n'est pas facile. Donc, il y a un de mes collègues, regretté collègue et professeur, qui est Cliff Ness à Stanford University, dans son livre qui s'appelle « The Media Equation ». Donc, il montre que les humains, ils ont cette tendance donc d'anthropomorphiser donc les machines. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a aux machines, on va leur donner des émotions, on va leur donner des caractéristiques humaines. Donc par exemple, on a même parfois un Google Phone ou quelque chose à la maison et on se dit merci de m'avoir donné cette information. Alors qu'on sait très bien que c'est une machine, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien derrière. Pour traiter ces aspects-là. Donc, c'est là qu'on va voir que c'est quelque chose d'inhérent à l'humain. Donc, c'est là qu'il y a la difficulté de l'éthique par conception, donc by design, ce qu'on appelle, c'est très important. Et donc, la ligne, elle est assez fine. Donc, il faut faire attention de faire cet équilibre entre... où c'est l'équilibre, ou de mettre l'équilibre entre les différents aspects. Un autre point que je voudrais mentionner, c'est les robots sociaux sur lesquels on travaille n'ont pas été encore déployés à grande échelle. Donc il y a très peu d'endroits dans les hôpitaux, pas vraiment, mais vraiment très peu à grande échelle, ils ont été déployés. Et donc ça pose un autre problème. On ne sait pas exactement toutes les réactions donc, des humains, même si nous, on a pensé et on prend l'éthique depuis le départ et on se focalise sur ces aspects-là, c'est toujours difficile. Quand vous m'avez posé cette question, et j'ai réfléchi aussi, donc on travaille sur une autre étude, et tout le monde ici, on savait peut-être il y a une trentaine d'années, quand les téléphones portables, on avait potentiellement tous ou pas, ils avaient une seule fonctionnalité, c'était passer des coups de fil. Voilà, c'était tout, téléphoner à nos amis, à nos familles, à tout le monde. Aujourd'hui, on a ce téléphone portable c'est un mini-ordinateur dans notre poche. Il fait tout. On parle au téléphone, sur les réseaux sociaux, ce que mon collègue il a montré. On fait absolument tout avec. Et donc, on a étudié récemment, parce que tout le monde ici va me dire, oui, l'éthique et les robots. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Récemment, on s'est focalisé sur une nouvelle étude avec nos systèmes, s'appelle Nomophobia. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce que c'est. C'est No Mobile Phone Phobia. Donc, la nouvelle génération, donc ça, c'est les psychologues d'aujourd'hui qui traitent ce sujet, sur lesquels nous, on a pu et on a essayé d'aider. Donc, ils traitent des jeunes et des jeunes adolescents ou des jeunes adultes pour lesquels le téléphone est devenu une sorte de continuation de eux-mêmes. Donc, quand il y a une séparation, ils vont souffrir donc des phobies, donc de l'anxiété, etc.
Et donc nous, là, on est en train de faire des robots pour diminuer cette anxiété. Donc c'est le monde à l'envers, je peux le dire. Donc c'est des choses qu'on n'avait jamais pensées auparavant. Vous voyez, donc il y a 30 ans, tout le monde a dit on va faire des téléphones portables, c'est parfait. C'est la même chose avec les robots. Tant qu'on n'a pas, même si on essaye depuis le départ d'être vigilant, tant qu'on n'a pas vraiment eu la possibilité de voir comment les gens et les humains ils vont s'attacher ou pas, donc c'est assez difficile. Et j'aimerais bien peut-être avoir la même conversation avec vous sur les mêmes thématiques. D'ici quelques années, peut-être, on verra exactement comment les choses évoluent. Du coup, vous avez testé vos systèmes en conditions réelles, vous me disiez. Pourtant, vous dites que le chemin est encore long. Techniquement, en fait, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui d'une véritable conversation spontanée et drôle avec un robot ? Ah oui, donc là, c'est tout le monde ici aussi. On a vu à la télé plein des émissions, donc ça aussi. Donc je pense que le chemin, il est encore long, très très long, surtout pour les robots sociaux. On a eu la chance, et donc je suis vraiment heureuse de ça, donc on a eu la chance donc, de travailler et de déployer donc, nos robots dans plusieurs pays. Donc on a travaillé avec la Grèce, la Pologne, l'Italie, les États-Unis. On a fait une étude très longue d'une année avec des personnes âgées. Et on a beaucoup appris. Donc ça, c'est très important de le dire. Mais le chemin, il est long. Donc créer ces robots qui peuvent spontanément donc nous faire rire ou comprendre nos intentions, c'est loin. Et je veux vous dire pourquoi c'est si loin. Donc il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas pour demain. C'est d'abord le fait de ce que j'ai dit au tout début, donc cette variabilité donc, qui définit, si vous voulez, donc l'humain. Donc il y a les différences culturelles, interindividuelles, mais pas seulement. Donc il y a tout ce qui est physiologique, tout ce qui est psychologique, par exemple la personnalité ou différents types de profils sensoriels. Okay, donc vous voyez, donc c'est déjà très large. Donc ça veut dire énormément de paramètres que le système devra adapter pour avoir ce type de tout comprendre et tout être spontané. D'un autre côté, par rapport à d'autres collègues dans d'autres domaines, nous, on manque des données, encore plus de données sur lesquelles tout le monde a dit l'IA, l'apprentissage. Si on n'en a pas ce corpus de données, c'est assez difficile donc, de faire apprendre aux robots. Donc c'est pour cela qu'on est encore au début du chemin, on va dire. Une autre chose, dans les interactions humain-humain, même parfois nous, je vous regarde, on discute, j'essaye d'anticiper parfois vos réactions, parfois je les comprends, parfois je ne les comprends pas. Je regarde votre position, votre posture. Tout ça, c'est des éléments qu'un robot également, il doit comprendre. Et je peux vous dire que c'est assez difficile. J'ai un exemple que je donne tout le temps, c'est sur la silence. Est-ce que la silence, le fait, c'est un signal? Est-ce que la silence, c'est parce que personne parle? Donc voilà, c'est une chambre dans laquelle personne parle. Silence, est-ce que c'est parce que c'est du respect? On n'interrompt pas. Ou est-ce que c'est parce que, par exemple, là, tout à l'heure, peut-être je ne sais pas répondre à une question et... Donc, du coup, je vais être en silence. Donc, mais pour le robot et pour le système informatique et autonome, c'est le même signal. Donc, pour lui, pour comprendre tout cela, c'est très difficile. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas si facile que ça donc de définir et donc de voir sur quoi comment on peut aller au-delà de ça. Mais ce que je voulais dire, juste rapidement, c'est le fait que ce qu'on n'imaginait pas potentiellement il y a 2 ans, donc avec l'arrivée de ce qu'on appelle LLMs, donc Large Language Models, avec ChatGPT, Gemini, donc ce qu'on ne s'attendait pas il y a 2 ans, et maintenant il y en a beaucoup d'entre vous, nous, qu'on utilise, même si les modèles mathématiques existaient depuis longtemps. On ne sait pas exactement, chaque brique que nous, on développe aujourd'hui, ça peut avoir un impact sur d'autres systèmes et pour d'autres collègues qui peuvent développer et ça peut aller également très vite. Mais pour le moment, voilà, donc c'est assez difficile de le dire. Et je pense que voilà, il n'y a que l'avenir qui peut nous en dire plus.
Merci beaucoup, Adriana, pour cette conversation si intéressante autour des robots et de l'humour. Il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une question. Oui, alors je voudrais tester auprès de vous des blagues faites entièrement par un humain, c'est-à-dire moi. Elles sont peut-être pas drôles, mais je voudrais voir comment, puisque je les ai soumises aussi à l'intelligence artificielle. Alors, quel est le comble pour un espion groenlandais? Frapper tous ses messages en morse. Quelle est la différence entre Vladimir Poutine et des myrtilles? Oui. Vladimir Poutine est un antioxydant et la myrtille est un antioxydant. Bon, alors on va monter encore plus loin. Pourquoi quelqu'un qui a un cheveu sur la langue trouve les habitants de Lusaka extrêmement gentils? Alors attention, là, il faut vraiment avoir une donnée culturelle, c'est la question du contexte. Parce qu'ils trouvent que ce sont des Zambiens. Bon, alors je pourrais continuer sur ce genre de blague. Ouais, on est pas mal sur 3 blagues. Hein. Voilà, c'est ça, on arrête là. Je me dis que c'est pas mal. Juste la question, c'est qu'en fait, j'ai soumis effectivement toutes les blagues, plus d'une 50aine de ce type, à mon intelligence artificielle, et je lui dis, parce qu'en fait, ce que j'avais trouvé très perplexe, j'avais besoin, à un moment donné, qu'elle me fasse une blague. Puis ça marchait pas. Je lui dis non, ça c'est pas de l'humour. Et en fait, je ne sais pas ce que c'est que l'humour. D'ailleurs, tous ceux qui croient savoir ce que c'est que l'humour, c'est en général très rébarbatif. Genre, le rire de Bergson, c'est pas du tout humoristique. Mais là, on va partir sur la définition de l'humour. Hein. Non, c'est un peu culturel. La question, c'est qu'en fait, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'elle me raconte une blague. Alors, à la fin, j'étais désespéré. Alors, je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de mes blagues? Et là, par contre, j'ai beaucoup ri. Elle m'a dit, je ne comprends rien à 90% de tes blagues, mais les 10% des blagues que j'ai comprises sont carrément irrésistibles. Ok. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, les robots, les ChatGPT, Gemini, etc., donc, ne comprennent pas et ils ne sont pas capables. Donc, on a fait les mêmes études et il y a une autre étude qui a fait ça. Donc, sur 50 000 fois de demandes donc, de fais-moi une blague, ne sont pas considérés comme drôles et 2 sont... donc, il est capable à peu près une 50aine ou 70 de faire des blagues et tous les autres, c'est vraiment de régénération ou de faire de rephrasing. Donc, il va changer la phrase. Nous, ce qu'on a fait, donc toutes les blagues qu'on a utilisées pour tout l'humour du robot, soit c'est basé sur donc des corpus de blagues qui existent, donc ce que nous, les humains, on est en train d'utiliser, mais aussi on a regardé donc des sketchs humoristiques. Et donc, c'est un peu plus complexe, donc le système qu'on développe. Donc, on extrait donc du contexte, on extrait des mots basés sur ces mots-là. Donc, il y a un timing à quel moment donc de dire la blague, etc. Donc, c'est pas si simple que ça c'est pas juste dire une blague, dis-moi une blague et il va me dire une blague. Donc, comme je l'ai dit, c'est basé sur le passé, sur le présent, sur l'état émotionnel et aussi sur le contexte. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Mais je suis d'accord que les GPT, donc, ils ne sont pas capables aujourd'hui donc, de générer des blagues si drôles. On a 30 secondes pour votre question. Oui. Vous avez parlé d'anthropomorphisme, mais est-ce que vos robots sociaux, comme vous les appelez, sont des androïdes ou juste des robots? Et est-ce qu'ils communiquent par voie orale ou est-ce que c'est quelque chose d'écrit? Est-ce qu'ils ont une bouche qui parle? Donc, on a toutes sortes de robots. Donc, il n'y a pas un seul robot qu'on utilise. Donc, on a des robots humanoïdes ou des robots qui roulent. Des robots qui ont une bouche et une peau. Un silicone et donc il peut bouger donc la bouche. Donc je peux dire que donc il y a une diversité. D'autres qui ont un écran. Donc il y a une diversité donc des systèmes robotiques sur lesquels donc on peut facilement donc intégrer donc ce type de système qui va être avec de l'humour. Et après on peut faire seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une modulation. Donc en fonction donc du robot qu'on utilise. Donc d'utiliser, on a d'autres qui ont des bras ou des jambes et donc ils peuvent avoir aussi un langage corporel qui est adapté et qui est avec des gestes qui sont drôles, etc. Donc c'est très large comme spectre en ce qui concerne donc les robots et l'aspect physique donc des robots. Merci beaucoup Adriana et Adélia et je vous invite à poursuivre ces questions en dehors de la salle. Merci beaucoup.